Alors, merci beaucoup d'avoir marqué cet événement. Je me fais le devoir de remercier et féliciter la Fédération du modèle Sénégal sous le leadership de Madame Diallo Salimatoussi, que je vous demande d'applaudir, pour l'ensemble du travail qui a été effectué par ces équipes, ces jeunes dames et ces jeunes hommes très talentueux qui sont aussi bien habillés aujourd'hui, il faudrait bien le faire remarquer, et qui ont fait un boulot formidable depuis que le calendrier de notre séjour au Sénégal a été discuté et validé par le Bureau exécutif national. Je voudrais également remercier toutes les organisations qui ont marqué de leur présence pour donner du sens à l'invitation qui leur a été faite, en l'occurrence les associations sociales, les organisations politiques et aussi les personnalités sénégalaises et guinéennes qui sont des personnes ressources qui sont parmi nous cet après-midi pour partager ensemble ce que nous avons en commun, la République de Guinée. Alors, mon allocution va porter sur un certain nombre d'aspects. Mon collègue et collaborateur Malalba a brillamment présenté le modèle et son historique, l'organigramme du parti, quelques éléments importants du projet de société en termes indicatifs, les axes prioritaires. Mais je voudrais commencer d'abord par le livre que j'ai eu l'opportunité de publier au mois de mars dernier et qui a connu un franc succès tant sur le plan politique, commercial que médiatique grâce à l'intérêt que chacun de vous a accordé à ses écrits. Ce livre a une toute petite histoire comme toute œuvre. Lorsque je m'engageais en politique en fin 2012, début 2013, je me disais que ma responsabilité ne devait pas simplement se limiter à briguer des mandats électifs et nominatifs qui constituent la vocation classique de tout homme politique. Lorsqu'on s'investit en politique, c'est pour briguer, c'est pour exercer le pouvoir, faire partager son savoir, faire partager ses idées, ses projets au bénéfice des populations. C'est cela le sens de l'engagement politique. Mais je me disais qu'au-delà de ce fait, j'allais vivre des moments importants, pas en tant qu'observateur de la vie politique nationale, mais en tant qu'acteur de la vie politique nationale, que j'aurai l'occasion de relayer, de parler, pour que ma part de compréhension, sans prétention, je dirais ma petite part de vérité par rapport aux événements dans mon pays, puisse aussi être cette part, qu'elle soit inscrite dans les annales de l'histoire de la Guinée. Donc ce rêve de grandeur, je l'ai toujours porté. Alors c'est pourquoi, au fur et à mesure que j'évoluais dans mon engagement politique, j'ai brigué des responsabilités diverses, à des opportunités différentes, selon des circonstances particulières, quelquefois de haut et de bas. Tous ces éléments combinés m'ont donné un ensemble d'idées. D'abord, une meilleure compréhension de mon pays, une meilleure compréhension de sa vie politique, de sa structure étatique, des acteurs qui animent la vie politique et sociale, les moments de crise, les moments de joie. Et bien naturellement, cela m'a inspiré à porter ce premier ouvrage qui, comme vous l'avez vu au niveau du sous-titre, est un ensemble de réflexions, des réflexions multidimensionnelles d'un acteur politique, d'un engagé politique. Multidimensionnel parce que le livre ne parle pas que d'un seul secteur, il parle de beaucoup de choses. L'engagé politique que je suis me donne la légitimité de parler de la vie de mon pays sans avoir la prétention de regarder ça de loin ou d'être comme certainement un spectateur
qui regarde un match à la télévision, mais qui croit savoir ce qui est toujours mieux à faire à la place des footballeurs qui sont sur le terrain. J'ai refusé cela en étant engagé pour mesurer la température intérieure et restituer à travers un livre qui est à votre portée. Alors, je ne parlerai pas intégralement de son contenu parce que ce n'est pas le moment, et d'ailleurs, je vous encourage à la voir si vous ne l'avez pas encore. Il y avait juste quelques spécimens qui étaient là à votre disposition. Mais j'ai traité plusieurs sujets. Je vais essayer d'en aborder 2 ou 3 pour ne pas nous faire perdre beaucoup de temps. Entre autres sujets, c'est la question de l'engagement politique et citoyen qui est développé au niveau de la première partie du livre où j'ai parlé de la Guinée, de l'engagement politique, la pratique politique entre idéal de moralité et réalité de perversion. La politique dans notre pays est souvent définie, et nous l'entendons tous, j'imagine que vous l'avez tous entendu chez vous ou quelque part, que c'est l'art de mentir, l'art de tromper, et quelquefois c'est un devoir de tuer, d'être cruel. Ça, c'est la définition perverse de la politique à la guinéenne. Parce que ceux qui la font sont exactement cette définition-là. Ils ont taillé la Guinée à l'image de ce qu'ils sont, pas de ce que la Guinée devrait être. Du premier régime jusqu'à maintenant, si vous regardez très bien notre pays dans le fonctionnement de l'État ou de ce qui en fait foi, vous verrez que les comportements des dirigeants sont restés fondamentalement les mêmes. De sorte que dans la psychologie collective, beaucoup de nos compatriotes, pour ne pas dire la majorité d'entre eux, pensent que c'est normal lorsqu'un dirigeant tue, lorsqu'un dirigeant humilie, lorsqu'un dirigeant emprisonne, lorsqu'un dirigeant contraint à l'exil, lorsqu'un dirigeant vole pour s'enrichir, ou lorsque lui et sa famille se mettent dans un confort insolent, étant donné que les autres vivent dans la précarité. Toutes ces pratiques sont considérées comme étant normales et ne sont pas souvent punies dans notre pays. De sorte que, c'est l'une des dimensions importantes de cette réflexion dans mon livre, que les bonnes personnes ont décidé de s'éloigner de la politique. On entend souvent autour de nous des gens qui disent « je suis apolitique ». J'imagine que même dans nos associations, les plateformes de discussion, dès que vous partagez ne serait-ce qu'une information politique, dans la minute qui suit, vous avez toujours quelqu'un qui vient vous rappeler que c'est apolitique. Il n'y a rien d'apolitique dans la vie. Il n'y a absolument rien d'apolitique. Cela a été créé pour manipuler les mentalités afin que les bonnes personnes se désintéressent de la politique pour qu'elles restent toujours gouvernées par les mauvaises personnes. C'est cela la réalité de notre pays. Parce que les dictateurs en général n'aiment pas les cerveaux brillants qui décèlent en fait ce qu'ils manipulent, ce qu'ils mijotent et comment ils comptent traîner les populations pour les dominer. Alors on crée une psychose, une peur, une réticence, un dégoût de la politique pour que ceux qui sont intelligents, ceux qui sont lucides, ceux qui réfléchissent, ceux qui aussi ont une certaine dignité pour ne pas aimer se salir, pour que ceux-ci disent en y allant, je prends des risques pour moi, pour ma réputation, pour mon honneur et pour ma dignité. Et le fait que cette manipulation ait marché pendant plus de 60 ans, vous voyez les différents dirigeants qui se sont alternés au pouvoir en Guinée, qu'ils soient civils ou des militaires. Le premier président a limité ses études au primaire, il n'est pas allé plus loin par démérite. Le second président, premier militaire, je ne sais pas s'il est scolarisé ou pas, moi je ne peux rien prouver, mais ce qui est sûr, c'était quelqu'un qui n'avait pas de référence académique et scolaire. Les 2 autres qui l'ont suivi pendant la transition, je crois que chacun de vous peut les définir. C'est lui qu'on a prétendu être professeur sans étudiant, sans passé connu. On a vu son bilan. Et celui qui est là aujourd'hui aussi, son parcours n'est pas un mystère. Alors, ce n'est pas étonnant qu'un tel pays se retrouve, après plus de 60 ans, dans une situation assez dramatique à tous les niveaux. Parce que les gouvernants sont pour la population,
c'est que les parents sont pour les enfants. Ils représentent le premier baromètre, le premier facteur d'évaluation. C'est à travers les gouvernants qu'on peut savoir comment se porte un pays. Mais au même moment, si vous prenez les Guinéens qui ont du mérite, par le fait de leur parcours académique, par le fait de leur parcours professionnel, de leur moralité et de tout ce qu'ils ont accompli dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, ceux-là se sont mis à l'écart. L'exemple le plus simple, lorsqu'on vient dans nos quartiers, vous remarquez que ceux qui ont brillé à l'école et qui ont trouvé facilement un emploi par le fait de leur niveau, s'éloignent de la société et s'éloignent de la politique. Ceux qui n'ont rien réussi, soit ils ont arrêté leur cursus ou ils ont été médiocres sur toute la ligne et qui ont du mal à trouver un bon emploi, eux aussi, ils cherchent à vivre. Ils font de la politique un métier. Ça veut dire que c'est un gagne-pain pour eux. Et eux, ils sont disponibles, ils sont partout parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont le temps, ils ne travaillent pas, ils ne font aucune activité. Quand il y a du social, c'est eux qu'on voit. Quand les jeunes se mobilisent, ce sont eux qu'on voit. Lorsque des élections arrivent, monsieur l'intelligent qui pense que de son bureau à sa maison, il peut changer le monde et qu'il ne veut pas se salir en étant en politique, se contente de critiquer son pays avec sa télécommande à la maison. Il voit son ami qui ne valait rien à l'école, qui s'est retrouvé chômeur dans le quartier, qui est devenu politicien. Il le voit devenir maire, gouverneur, préfet, député et même président de la République. Et lui, ce qu'il sait dire, c'est de dire que ce pays est foutu, voici c'est elle qui est devenue président. Mais ce pays est foutu parce que toi, tu as refusé de jouer ton rôle. Tu ne peux pas continuer de croire que les autres feront pour toi ce que toi-même tu n'as pas voulu faire pour toi-même. Il y a une question de conscience qui se pose. Si au Sénégal, les véritables repères, c'est Senghor, c'est Abdoulaye Wade, c'est Abdou Diouf, c'est Macky Sall et les autres, vous prenez dans d'autres pays avec des dirigeants assez lumineux, il faudrait bien faire la comparaison pour se rendre compte pourquoi nous en sommes là. Un pays où on ne valorise pas le savoir, où on ne valorise pas la morale, où on ne valorise pas l'éthique, ce pays aura des difficultés quand même à se développer parce que le développement, c'est par les humains et pour les humains. Donc, la première partie du livre traite la problématique de l'éthique et de l'engagement dans la vie politique dans le sens d'encourager les Guinéens ayant des parcours respectables, tant sur le plan politique, tant sur le plan académique que sur le plan professionnel et social. Tant que ceux-ci ne font pas de la politique, nous n'avons pas espoir que ce pays change parce que c'est par la gouvernance politique qu'on peut changer un pays. Et quelque part dans le livre, je dis, lorsqu'un pays ressemble à un récipient rouillé, c'est que tout ce qu'on y met devient impropre à la consommation. Imaginez simplement un récipient rouillé. De l'eau propre, elle n'est propre que lorsque, aussi longtemps qu'elle ne tombe pas là-dedans. Pourquoi la Guinée, les cadres ne sont pas aussi valeureux qu'ils ne peuvent l'être à l'étranger? Pourquoi notre or n'est valorisé qu'à l'étranger? Pourquoi notre bauxite n'est valorisé qu'à l'étranger? Pourquoi nos jeunes footballeurs talentueux ne sont valorisés qu'à l'étranger? De sorte que c'est devenu un réflexe. Chaque fois qu'un Guinéen a une opportunité, il pense que sa réussite doit se faire ailleurs, non pas chez lui. Les gens ont perdu la confiance en la Guinée. Même de façon naturelle, si vous avez 50 000 ou 100 000 $, vous demandez conseil à quelqu'un, il va vous demander de prendre la moitié au moins pour le mettre quelque part dans un pays voisin ou à l'étranger. C'est devenu un réflexe et c'est un mauvais réflexe parce que nous perdons confiance en notre pays. Et nous sommes un pays où il y a une diaspora très forte à l'étranger, mais qui, pour des raisons ou pour quelquefois compréhensibles, quelquefois incompréhensibles, n'aspire pas beaucoup à retourner et se réinstaller. Et c'est une perte des forces vives de la nation. Nous vivons actuellement cette situation avec la vague de sortie des jeunes, les bras valides pour le développement, qui pensent à prendre beaucoup de risques vers le Nicaragua,
sur la route des États-Unis pour l'immigration clandestine, et vers l'Europe par le fait du désert, par le fait de la Méditerranée. Ce sont des choses, entre autres, qui sont traitées dans le premier livre, dans la première partie du livre, en termes d'engagement pour encourager les uns et les autres à prendre suffisamment conscience que ce n'est pas en restant à l'écart qu'on peut changer les choses et qu'il est nécessaire de s'impliquer pour inverser la tendance. Le deuxième point dont je vais parler, c'est la question mémorielle, qui est une question centrale dans la vie politique et sociale de la Guinée, mais qui est souvent négligée. Je suis parti d'une interrogation simple. Comment avons-nous appris notre histoire? Pour ceux d'entre vous, comme moi, qui avons étudié en Guinée, si vous faites des recherches poussées maintenant avec de la maturité et du recul, vous allez vous rendre compte que ce qu'on nous a enseigné, pour le peu qu'on nous a enseigné à travers nos manuels scolaires, a été une large tromperie. L'histoire politique de la Guinée a été racontée de façon tronquée. Il y a eu certains qui ont été héroïsés tandis qu'ils ne l'étaient en rien. Et il y a d'autres qui ont été marginalisés, écrasés, méprisés, parce que simplement on a mis une couche de mensonges sur leur vie. Et c'est ce qui a été retenu par beaucoup d'entre nous, ce qui fait que beaucoup de nos concitoyens développent de la haine gratuite vis-à-vis de certaines personnes parce que leur rôle n'a pas été correctement restitué dans les annales de l'histoire. Et aucun pays au monde ne se développe lorsque sa version de l'histoire a été un mensonge. Il faudrait que les gens aient du courage de se regarder en face. L'histoire n'a pas de brouillon. Ce sont les faits qu'il faut raconter. Et mon interrogation par rapport à cette problématique, lorsque j'ai croisé un certain nombre de sources, une question de bon sens, je me suis rendu compte qu'après l'indépendance, le PDG, dirigé par Feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, a décidé que tous ceux qui n'étaient pas en phase avec son idéologie, qui n'étaient pas en phase avec lui et ses collaborateurs, ne méritaient pas une place respectable dans l'histoire, dans la rédaction de l'histoire de notre pays. Ils ont fait rédiger l'histoire à leur façon, ils ont raconté les choses qu'ils ont voulu. J'ai un jour posé une question à certains de mes étudiants en leur disant, en leur donnant quelques noms. Est-ce que vous connaissez Mamba Sano? Est-ce que vous connaissez Karim Bangoura? Est-ce que vous connaissez Yawadou Bari en dehors du nom? Qu'est-ce que vous savez de Yassine Diallo? Qu'est-ce que vous savez de Komandian Keïta, de Framoy Berete, de Amara Souma? Je garantis que beaucoup d'entre nous ne savent pas beaucoup de choses de ces personnalités. Alors moi, j'étais très ému le jour de la sortie de mon livre, et puisque je ne les avais pas invités, dans la salle, il y avait des petits-enfants de certains parmi les grandes figures que j'ai citées, parce qu'ils ont lu le livre. Ils m'ont dit pour une première fois, un homme public de votre rang a ressorti ce que nos parents ont fait aussi pour notre pays. Et pourtant, ceux-ci ont été effacés de la mémoire collective par le fait de l'histoire rédigée par les vainqueurs politiques, en l'occurrence le PDG qui avait accédé au pouvoir au début des années 60, après l'indépendance. Alors, de fur et à mesure que cela a continué, tous les faits tragiques carrément ont été soit niés, on ne nous parle pas du Kambouaro dans nos manuels scolaires. Il n'y a aucun détail que vous verrez. Ce sont les rapports internationaux qu'on cherche à nier à tout moment. On ne nous parle pas des crimes sous Lansana Conté. Ce sont des rapports internationaux des médias qui en parlent. Sous Alpha Condé, heureusement que notre génération a beaucoup documenté. C'est ce qui a fait que le sens du combat qu'on a mené au temps du FNDC
a été quelque chose de salutaire, parce que lorsqu'on menait le combat, on a pensé à documenter la plupart des actes qui étaient posés pendant cette période. Et dans mon livre, je suis en train d'écrire quelque chose de plus vaste par rapport à ce que j'ai vécu. Mais il y a eu des horreurs. On a vu ce qui s'est passé avec l'Allemagne, avec le régime nazi. On a vu le procès de Nuremberg, on nous en a parlé. Aux États-Unis, les crimes racistes, les crimes à caractère discriminatoire. Mais chez nous, dès que tu parles, parce que tu as peur, les gens ont peur. Dès qu'ils en parlent, ils se disent, oui, les autres vont commencer à dire que je suis ethno. Ce n'est pas une histoire d'ethno. C'est une histoire de faits qu'il faut raconter. Si quelqu'un pense que ce que tu dis n'a pas de sens, qu'il t'apporte des preuves contraires et vous débattez, vous discutez. Mais la stratégie de dissuasion que ceux qui ne veulent pas qu'on en parle, c'est cette stratégie de manipulation qui consiste à te dire n'en parle pas, sinon les autres vont penser ça de toi. C'est sans prétention. Je suis l'un des rares politiques qui est très à l'aise sur cette question. Ce que je pense, je le dis parce que je pense que c'est important pour mon pays. Peu importe ce que quelqu'un pense pour moi. Moi, je ne suis pas venu pour séduire hypocritement un électorat qui consiste à dire si tu dis ça, les autres ne vont pas t'aimer, ils ne vont pas. On n'est pas venu au monde pour être aimé. On est venu pour être utile. Merci beaucoup. Merci pour votre mobilisation. Merci pour les interventions. Merci pour d'avoir accueilli le président Aliou Ba, parce que tant de jeunes, tant de personnes guinéennes vivant au Sénégal sollicitaient sa venue et aujourd'hui c'est une réalité. Donc, chers militants, chers sympathisants, chers Guinéens, chers Africains, c'est un honneur pour nous de vous avoir ici, parmi nous, pour assister à cette conférence, ici, dans la salle de Alioune Diop au CICES. Au nom de la Fédération Modèle Sénégal, dirigée par Mme Diallo Salimatoussi, nous vous disons merci. Merci d'avoir effectué ce déplacement. Merci d'être venus ici nombreux. Merci pour vos échanges, pour les questions-réponses. Merci à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Le merci, c'est pour tout le monde. Donc, au nom de la Fédération, au nom de délégation venue de la Guinée conduite par le président, nous vous souhaitons vraiment de rentrer dans les bonnes conditions dans vos familles respectives. C'est le mot que nous avons. C'est le seul mot en 5 lettres. Merci et 1000 merci. Je vous remercie. On a tant entendu parler du dialogue national. Qu'est-ce qui bloque ce dialogue? Bon, c'est un dialogue politique qui avait été amorcé. Ce n'est pas un dialogue national en tant que tel. Vous savez, en situation de transition, la légitimité des autorités dépend du consensus par rapport à la gestion. Donc les acteurs politiques et sociaux ont toujours manifesté de la bonne foi pour participer aux activités du dialogue. Malheureusement, le processus qui a été amorcé jusque-là a été biaisé. Il y a beaucoup de manipulations derrière avec un agenda caché. C'est pourquoi les partis politiques et les activistes de la société civile qui sont représentatifs et crédibles n'ont pas accepté de souscrire à ça ou de cautionner ce forum qu'on a appelé dialogue. Mais aujourd'hui, il y a une nécessité qu'on se retrouve pour qu'on en parle. Et c'est pourquoi nous restons ouverts, mais pour un dialogue constructif. Est-ce que vous pensez que les 24 mois que le CNRD se donnait pour le respect, est-ce que ces 24 mois seront respectés? Écoutez, l'avenir nous le dira. Pour le moment, les signaux ne sont pas rassurants, il faut se le dire. Mais vous savez, notre pays, nous le connaissons bien. Les lignes peuvent bouger aussi à tout moment. Donc nous ne désespérons pas des activités que nous menons. D'ailleurs, étant donné que nous sommes des acteurs politiques, il ne nous appartient pas d'observer les choses comme des spectateurs. Il nous appartient d'agir pour que les choses aillent dans la bonne direction. C'est ce que nous faisons au quotidien. Monsieur Iba, tout à l'heure, vous avez présenté votre livre. Est-ce que vous pouvez nous ramasser les grandes lignes? C'est toujours difficile de ramasser les grandes lignes d'un livre. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dedans. Nous avons eu l'occasion de partager quelques grandes lignes. Nous avons parlé de la question mémorielle dans le livre, la question de la gouvernance politique, administrative et économique de notre pays, la question des infrastructures, la question de l'engagement des jeunes en politique et dans l'activisme social. Ce sont entre autres des sujets qui sont abordés. Il y a des problématiques de développement qui sont aussi abordées dans la troisième partie du livre, où nous exposons clairement notre vision pour le développement économique et social de la Guinée. Donc, en dernier ressort, vous êtes là depuis le 22. Vous avez effectué des visites de proximité.
D'abord, vous êtes allé au niveau de la fabrique artisanale, à Sandiniéry, à la rue 25, à Pikine. Quelle appréciation faites-vous? Écoutez, j'ai davantage été impressionné par le courage des Guinéens, par leur persévérance. Effectivement, nous sommes allés dans ces endroits économiques et des endroits sociaux où les gens non seulement se donnent la main, ils vivent comme une famille, mais également ils mènent des activités économiques grâce auxquelles ils font vivre leur famille et éventuellement ils aident les Guinéens qui sont au pays. Nous savons combien de fois notre diaspora est riche en termes de connaissances, de compétences, également en termes financiers. Les idées ne manquent pas. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de les encourager, de rentrer au fur et à mesure, mais cela ne peut se réaliser qu'à travers une bonne gouvernance politique, économique, sécuritaire. Et ils ont besoin d'être rassurés, avoir confiance en leur pays. Et c'est pourquoi, en tant qu'acteur politique, il était de notre devoir de venir les voir, leur expliquer ce que nous ambitionnons de faire pour notre pays, qu'est-ce qui est possible de faire ensemble, leur montrer que nous comptons sur eux. Nous ne sommes pas des acteurs politiques prétentieux qui restent en fait au sommet pour faire croire à tout le monde c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Nous nous concertons tout le temps avec les Guinéens, nous les écoutons. Pas très bien parce qu'elle a un sérieux problème de visibilité. Vous savez, une transition, elle est faite pour ramener le pays à l'ordre constitutionnel. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire quel est le véritable calendrier qui nous permettra de revenir à l'ordre constitutionnel, d'autant plus que la question électorale n'est pas la priorité des autorités de la transition. Donc il y a de quoi être inquiet. Nous avons lancé des messages d'alerte et d'alarme. Je crois que les forces vives de la nation sont en train de se mobiliser, se réorganiser. Même au niveau des partenaires techniques et financiers de la Guinée, tout le monde se pose des questions. Mais nous travaillons à les résoudre pour mettre suffisamment de pression afin que, au courant de l'année 2024, que la Guinée puisse élire ses dirigeants et qu'on sorte de cette anormalité. C'est ce travail que nous avons fait ici. Et franchement, nous sommes très contents de l'avoir fait et nous félicitons la Fédération du modèle au Sénégal d'avoir initié ça. Et nous félicitons également toutes les organisations, associations et autres qui ont bien voulu nous accompagner. Monsieur Aliouba, nous vous remercions. Merci à vous. Lady Sénégal, représentant des partis wombe do ben ko kambe immini mojobere fiyo me yewtude e jama lagine wombe leydi Sénégal ni ko dum addi men do de balde do woni balde nayi hande joni bi men hewti kamen hewtuno me de wadde yewtere jokkere en dan me de yewtude yimbe politique me de yewtude kadi fi livre donc hande ka lagine fewndi don haray ay meden tawa e wombe dabbude laamu ben kamen hadi no hitti amen argol yida e jama o yewtide e mabbe hedobe kambe kadi anda ko no be miijori fi no leydi woni yarde no kambe kadi ko hundum be mari ko be waajo men ko hundum mem duwa ittitude ko men jokki ko bay haray mo be sinama fi lagine mo be kanyum kan no faala wadde yeru mum donc dum non addi men do mi wadi golle labade la ardibe parti on do be wakilike moƴƴa be wadi organisation keldudo tawi yiideteɓe duwaɓe yiidede e yimɓe kelduɓe ɓen fof guinéɓe wonɓe leydi Sénégal ɗin ɓen ɗo yiidama association jiɗin coordination jiɗin média jiɗin e waytata noon ɓen ɗon fof yiidama yewtidama meɗen tamƴini holli ko feƴƴiɗo kon hande tawandema yimɓe fof noddama ɓe notike ɗum ɗon holli wonde hiɓe teddini mouradu modèle noon hiɓe hittini fi mum e parti on kadi no wondi e tamaw fi ardagol lagine no lagine yaara yeeso donc hara meɗe weltori ɗum ɗon ɓe jarama.